messieurs, et bienvenue à ce nouveau webinaire en direct et enregistré, organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com. Et je suis ravie de vous accueillir en présence de Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir ma chère Nada, quel plaisir, quel bonheur de se retrouver en cette rentrée intense, voilà, et puis consacrée aujourd'hui en tous les cas sur une thématique passionnante que Nada, tu auras le plaisir de présenter comme à chaque fois. Donc en tous les cas, bonjour à tous, tous les participants qui ont accepté donc de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Dont la thématique évidemment est en lien direct avec le contexte sanitaire. On est toujours sur cette même lignée. En tout cas, on est vraiment très très heureux de vous y retrouver. Merci de votre fidélité, merci de votre présence. Et puis pour celles et ceux qui nous découvrent, eh bien on sera vraiment très 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 heureux de pouvoir échanger sur un sujet encore une fois qui est tout à fait en lien avec l'actualité du moment. Donc, Nada, je te laisse reprendre la parole pour présenter nos invités de choix. Voilà. Tout à fait. Et avant de remercier nos invités et de les accueillir, je remercie l'ensemble des participants qui nous suivent, comme d'habitude, depuis l'étranger, depuis la France, qu'ils soient institutionnels, managers, professionnels de santé ou même industriels, pour parler aujourd'hui du manager en tant que médecin, et plus particulièrement comment manager son équipe en temps de crise. Et bien pour parler de cette thématique, nous avons la joie d'accueillir alors tout d'abord docteur Jacques Van Herk. Bonsoir docteur. Bonsoir Nada. Merci beaucoup de votre présence avec nous ce soir. Jacques, vous êtes ancien professeur au CHU de Sherbrooke, donc au Canada, pas loin de Montréal. Vous êtes spécialisé, vous avez piloté pendant des années les quartiers opératoires en Belgique et vous êtes depuis quelques années consultant. J'accueille également Jean-Louis Pestret. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence et de votre disponibilité. Alors, vous avez une formation en sciences économiques et politiques, vous avez une formation en droit international, en management, en philosophie. La liste est longue, que ce soit à Bruxelles, Louvain ou même Solvay. Vous avez occupé plusieurs postes de manager dans des multinationales avant de devenir consultant également. Et donc, tous les deux, vous avez lancé, après avoir développé une expertise, vous avez lancé Foster and Little Health Management, qui accompagne des établissements de santé un peu partout, que ce soit en Europe ou en Afrique, notamment en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg, au Maroc, en Tunisie. La liste est longue et vous accompagnez ces établissements et ces managers sur des audits, sur des formations et plus particulièrement sur des certifications qualité. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'intérêt que nous portons pour votre ouvrage qui a été publié alors bien avant la crise. Donc, vous nous direz un petit peu comment vous avez eu aussi cet instinct et cette anticipation, puisque vous avez publié votre ouvrage Médecin et manager aux éditions Soramp en 2017. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer? Quelle est la genèse? Quelle est un petit peu l'histoire, la vôtre et l'histoire de cet ouvrage? Je pense, Nada, que pour expliquer un peu la genèse de cet ouvrage, le mieux, c'est de raconter un peu mon histoire. Ce n'est pas du tout pour me mettre en avant, mais c'est parce qu'elle est un peu typique de ce qui se passe souvent quand on veut faire du management, quand on est médecin. Donc, comme vous l'avez dit, je suis anesthésiste à la base. J'ai travaillé au Canada, j'ai travaillé en Belgique, j'ai un peu travaillé en France aussi, dans des cliniques privées du côté de Paris. Et puis, je suis revenu dans le groupe hospitalier où j'avais commencé ma carrière, qui est un grand groupe dans la région de Liège, en Belgique. Et
je me suis toujours intéressé au fonctionnement, à l'amélioration des choses. J'ai mis en place la chirurgie ambulatoire. J'ai fait pas mal j'ai travaillé dans les instances directives de l'hôpital. Et à un moment, je me suis dit, mais dans les blocs opératoires, ça ne va pas du tout, quoi. C'est le foutoir. On perd du temps. Moi, je perds mon temps parce que je ne sais pas quoi le lendemain va être fait. On m'annonce des urgences et puis elles sont annulées et puis la programmation est mal faite et puis il y a beaucoup de gaspillage dans l'utilisation des ressources, notamment des ressources infirmières. Et j'ai commencé à faire de la littérature un petit peu là-dessus sur comment gérer les blocs opératoires, notamment en ayant vu ce que j'avais vu aussi au Canada et en refaisant de la littérature. Et puis, donc, je suis allé trouver mon directeur, mon CIO, en disant Alain, ça va pas, quoi. Il y a moyen de faire des choses beaucoup mieux. On perd un argent bête avec ces blocs opératoires. Regarde les chiffres, voilà. Il m'a dit oui, tu as raison, mais bon, qu'est-ce que tu proposes? Je dis, ben, il faudrait nommer une direction des quartiers opératoires qui gère ça un petit peu plus correctement, efficacement. Et donc il m'a dit ben, pourquoi est-ce que tu prends pas, tu veux pas? Donc, j'avais une bonne réputation en tant qu'anesthésiste parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, je me suis toujours beaucoup impliqué dans la vie de l'institution. Et donc, il m'a dit, bah, tu conviendrais bien, donc on va te mettre comme directeur des quartiers opératoires. J'ai dit, OK. Et il me dit, on va te mettre un adjoint qui va faire plutôt la gestion administrative, faire les comptes, les budgets, etc. Je dis, OK. Et donc, j'ai pris mes fonctions et les premiers mois, les premières semaines, les 2 premières années, j'ai voulu changer les choses et mettre en place le fonctionnement tel que je le concevais. Et donc, je l'ai fait comme un médecin qui fait son diagnostic, qui en tire les conclusions et puis qui dit aux infirmières, aux kinés, aux pharmaciens, ben voilà ce qu'il faut faire. Et donc, j'ai fait du top-down et je me suis bien sûr cassé la gueule. Parce que ça ne marche pas comme ça, parce qu'il faut gérer des équipes et il faut écouter les gens. Et donc, je me suis pris 2 grèves du personnel. Je me suis retrouvé en conflit, d'une part, avec les médecins parce que je voulais changer leurs horaires, leurs habitudes. Je me suis retrouvé en conflit aussi donc avec les infirmières parce que je voulais réduire leur nombre, etc. Et les faire travailler de manière un peu plus efficace. Le problème aussi, c'est que j'avais 2 casquettes parce que j'étais toujours anesthésiste aussi. J'étais anesthésiste mi-temps et j'étais gestionnaire mi-temps. Donc, je me retrouvais dans des blocs opératoires, dans des salles d'opération où plus personne ne me parlait et me tirait la gueule. Donc, ce qui n'est pas au niveau sécurité, pas très, très bon quand on est anesthésiste. Et donc, au bout d'un moment, j'étais vraiment, vraiment pas bien du tout. J'ai fait un burn-out, mais sans m'apercevoir, sans le savoir, parce qu'à ce moment-là, donc c'était dans les années 2000, j'étais nommé en 2006, donc c'était dans les années 2007-2008. J'ai vraiment été très, très bas. Et j'ai pris ma plume, j'ai rédigé une lettre de démission que j'ai donnée à mon directeur et qui m'a dit non, attends, tu es sur la bonne voie, tu t'y prends pas bien, mais on va arranger ça. Je te propose de prendre un coach. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Jean-Louis. J'ai oublié de dire que avant de prendre la fonction de directeur, j'avais quand même suivi des cours de management aussi, de management, mais
à l'intention des professionnels des hôpitaux, donc où on vous apprend comment est financé un hôpital, comment est financée la pharmacie, comment s'organise le système hospitalier, les cliniques, etc., le système de la santé, mais vous n'avez aucune notion de la gestion d'équipe, de la gestion du changement, de comment porter un projet, comment parler avec son équipe. Ce qui est extraordinaire aussi, dans les études de médecine, vous n'êtes pas du tout formé au management d'équipe, hein, pas du tout, du tout. Vous avez des cours de psychiatrie qui sont bien poussés, mais vous n'avez aucun cours de psychologie. Et donc, vous vous retrouvez complètement démunis. En plus, pas programmé du tout pour travailler en équipe et gérer des gens. Parce que dans votre boulot de médecin, ben, vous êtes formaté pour travailler tout seul, comme je le disais tout à l'heure, pour faire votre diagnostic et pour rédiger des ordonnances. Donc, les ordonnances, ça dit bien ce que ça veut dire, vous donner des ordres, quoi. Et donc, vous vous apercevez que ben, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie réelle. Et donc, voilà, j'ai eu du coaching avec Jean-Louis. Et là, j'ai vraiment ouvert les yeux. Je me suis dit, mais bon Dieu, voilà, maintenant, ça s'explique. Voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'est sûr que si en m'y prenant comme ça ne pouvait pas fonctionner. Et comme je suis dans la méthode DISC, là, avec les couleurs rouge, bleu, orange, je suppose que vous connaissez tout ça. Moi, je suis plutôt rouge-bleu. Et donc, j'aime bien lire et j'étais allé voir dans la littérature, mais est-ce qu'il y a de la littérature là-dessus? J'avais découvert un bouquin aux États-Unis qui était pas mal fait, mais assez basique, sur le management pour les médecins, mais rien en français. Et donc, j'ai proposé à Jean-Louis, j'ai dit à Jean-Louis, tiens, toutes ces belles choses que tu m'apprends, est-ce qu'on ne les mettrait pas par écrit? Est-ce qu'on n'en ferait pas profiter le reste de la communauté médicale? Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a avancé. Merci infiniment. On va donc lui donner, merci infiniment pour votre présentation, pour cette jeunesse qui est très importante, surtout en tant que médecin, hein, vraiment pour pouvoir situer un peu le besoin de pouvoir parler un petit peu de management quand on est médecin. C'est formidable. Donc, vous avez fait donc le lien avec Jean-Louis. Donc, on va donner tout de suite la parole à Jean-Louis qui puisse donner aussi son point de vue à la fois sur la jeunesse et puis sur je dirais la manière dont il a apporté aussi sa précieuse contribution dans cet ouvrage que vous avez rédigé en commun. Eh bien, écoutez, Jean-Louis, c'est à vous. Allez-y. C'est clair que quand moi j'ai commencé ma carrière dans les multinationales après avoir fait de longues études, j'ai quand même été fort surpris que j'avais appris plein de choses très intéressantes qui me permettaient de briller en société, mais malheureusement de moins briller en tant que manager, à tel point que j'ai été convoqué par mon patron, Xerox pour ne pas le dire en termes de société, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait durant tes études ?» Alors j'ai pu lui dire que j'avais fait plein de choses, si vous saviez de ce que j'ai fait. Puis il me dit « Mais tu comprends rien néanmoins ?» Je dis « Ah non, dans le business et dans le management, je ne comprends rien. » Il me dit « Mais pourquoi tu es resté aussi longtemps aux études ?» Je dis « Ça, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander, je demande aux enseignants. » Et donc le gros problème qu'on a aujourd'hui, et c'est ce que dit souvent Boutin, un de mes copains, il dit « Tu sais ce que c'est un enseignant? C'est quelqu'un qui de toute sa vie n'a jamais quitté l'école. » Et donc, la grosse erreur que l'on fait, nous, dans nos civilisations, entre guillemets, européennes, c'est que la plupart des enseignants, c'est des types qui n'ont jamais bossé sur le terrain, qui n'ont jamais managé personne. Et donc, il y a soit deux options. Soit ils parlent en permanence de trucs qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne les ont jamais vécus, soit ils inventent des trucs parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça marche. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une grosse catastrophe. À la limite, c'est presque pas plus mal que les médecins ne soient pas formés au management, parce que si c'était formé par des gens qui n'y connaissent rien, on arriverait de toute façon au même résultat. On a déjà, Jacques et moi, proposé plusieurs fois à des facultés de médecine, en toute modestie, de donner des cours de management. Ça a toujours fait l'objet d'un refus poli, du genre « ce n'est pas utile, vous savez, ils s'en sortiront bien comme ça ». Eh bien, ils ne s'en sortent pas du tout comme ça.
Si vous voyez le taux d'abandon lors des études de médecine, c'est catastrophique et les chiffres sont les mêmes en Belgique qu'en France. Donc, vous avez remarqué que j'ai un accent belge, ce n'est pas pour rien. Donc, quasiment 17% des élèves, je ne dis pas qu'ils ratent leurs études, je dis des élèves qui ont réussi, qui abandonnent et qui ne seront jamais médecins parce qu'ils se rendent compte que c'est un truc de fou. Et dans les 5 premières années, et je ne parle même pas des urgentistes ou des soins intensifs, la plupart se posent vraiment de vraies questions et on arrive à des taux de burn-out et de suicide énormes. Pourquoi? Alors que techniquement, les outils évoluent, les prises en charge se professionnalisent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que disait Jacques, les seules formations que les médecins suivent, c'est comment gérer une comptabilité hospitalière. Vous voulez mon avis? Tout le monde s'en fout de la comptabilité hospitalière. Ce n'est pas ça le débat. La comptabilité est un problème de comptable. Ce qu'il faut, c'est savoir gérer des équipes. Or, il y a des gens qui s'imaginent que c'est naturel de gérer une équipe. Eh bien, c'est faux. Ça n'est pas naturel de gérer une équipe. Évidemment, il y a des gens qui s'arrogent le droit de penser qu'ils sont compétents. Eh bien, vous n'avez qu'à voir le taux d'absentéisme, le turnover, le taux de départ. Tout ça, c'est lié à une seule et même chose, et que ce soit dans le secteur hospitalier ou dans n'importe quel autre secteur, c'est un déficit managérial. On ne quitte pas son boulot parce que le travail est pénible. Non, parce que quand on aime son boulot, on le fait même si c'est pénible. Mais on quitte son boulot pourquoi? Parce que les objectifs ne sont pas clairs, parce que le manager choisit des mauvaises options, parce que même si on atteint de bons résultats, on n'a pas de reconnaissance. Et donc, à un moment, les gens se disent, oui, enfin, tout ça est très aimable, mais à un moment, c'est bon. Et donc, vous seriez surpris le nombre de jeunes médecins stagiaires qui n'ont aucun signe de reconnaissance après avoir travaillé 75 heures d'affilée, le nombre d'infirmières qui courent dans tous les sens à qui on ne dit jamais merci, et le nombre de managers qui en plus pensent être des gens performants et compétents. Et donc, tant qu'on ne remettra pas en cause les sacro-saintes croyances, on continuera à aller droit dans le mur. Et ça fait déjà des années qu'on y va et on continue avec allégresse. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a écrit ce bouquin, parce que quand je coach chez Jacques, alors un coach ne révèle jamais ni le nom de ses clients, ni le contenu, mais Jacques m'y autorise, donc j'en profite, c'est le seul dont je parlerai d'ailleurs ce soir. À un moment, et il l'a dit lui-même, comme il est anesthésiste de formation, il est un scientifique, et donc un scientifique ne croit que ce qu'il lit. Si ça n'est pas écrit, ça n'existe pas pour un scientifique. Et donc, chaque fois que je lui disais quelque chose, il me disait, est-ce qu'il y a une littérature là? Je dis non, Jacques, tu sais, les bibliothèques que je connais, j'ai fait le droit, donc je sais ce que c'est trouver un livre en bibliothèque. Je lui dis, il n'y a rien. Il dit, mais est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Je dis, Jacques, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il dit, mais on devrait écrire un bouquin. Et donc, c'est comme ça qu'on a commis cette espèce de brique. Mais qui a un gros défaut d'ailleurs, qui est très lourd. Alors justement, tu t'endors plus vite en le lisant. On va tout de suite faire le lien sur votre excellent ouvrage que nous avons découvert à la maison d'édition, en tous les cas, enfin, à la direction de notre comité de rédaction. Et puis avec Nada, on a trouvé vraiment l'opportunité ce soir d'en faire un webinaire pour lequel, effectivement, on remercie toutes les personnes qui sont avec nous ce soir. Eh bien, puisqu'on est en pleine crise, je dirais, sanitaire, et que cet ouvrage, en fait, a refait surface, j'ai envie de dire, à cette occasion. En tous les cas, on voulait vous donner la parole ce soir à ce sujet. Alors, vous souhaitez probablement aussi dire un certain nombre de choses, si vous voulez, en lien avec la question du management dans le contexte de des organisations qui sont un peu perturbées depuis 2 ans maintenant dans les établissements de santé. Quels sont les enseignements que l'on peut en tirer, alors en toute humilité, pour reprendre, je dirais, le point de vigilance du médecin qui me l'a dit tout à l'heure en off, mais quels sont les points sur lesquels on doit porter notre attention singulière? Nous sommes encore en pleine crise sanitaire. La question du management est au cœur des préoccupations de l'ensemble des professionnels de santé. Alors, donc, cette question s'adresse à la fois aux médecins et aux coachs, puisque vous avez écrit tous les deux donc, cet ouvrage. Cet ouvrage est profondément d'actualité. Quels sont les quelques éléments clés que vous souhaiteriez mettre en évidence pour qu'on puisse aussi, quelque part, échanger sur ces points de vulnérabilité?
D'abord, un truc très clair, c'est en période de crise qu'on reconnaît les grands hommes et leur capacité à manager. Tant que tout va bien, finalement, que vous soyez bon ou mauvais, ça n'a pas beaucoup d'impact puisqu'il n'y a rien. Donc, ce n'est pas vraiment compliqué. C'est pendant les guerres qu'on voit les gens compétents. Churchill, jusque-là, faisait rire tout le monde. Ben, quand il a résisté et qu'il a gagné, on l'a trouvé un peu moins comique parce qu'il était courageux, il a su décider, il a su prendre des décisions qui faisaient mal. Il l'a dit aux Anglais d'ailleurs, hein. On va déguster, hein, les gars, mais on va se battre. Et donc là, on a vu que ce type était vraiment compétent parce qu'il avait un objectif très clair, ne pas laisser les forces allemandes envahir la Grande-Bretagne. Son objectif était très clair. Et donc aujourd'hui, tant que tout va bien, on se rend déjà compte que l'hôpital n'est pas très, très bien géré. Alors, pourquoi? Mais parce qu'il y a... Alors, on connaît les phénomènes. Hein, donc, c'est des gens qui s'arrogent tous des droits, qui ne se remettent jamais en question, qui ne délèguent jamais, qui ont des attitudes hautaines et prétentieuses. Enfin, et c'est tous des gens qui ne disent jamais rien en plus. Hein, parce que dites-vous bien que quelqu'un qui est dans cette position-là, si on ne le critique jamais, il va en plus penser qu'il est bon. Et donc, ça devient complètement schizophrénique. Et aujourd'hui, quand on voit la crise, qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, je ne parle même pas de la dimension politique, je parle simplement de la dimension managériale. Eh bien, il y a des gens qui essayent soit de tirer la couverture à eux, soit effectivement de se mettre en avant. Mais le principe de base du management, c'est quel est l'objectif? Quel était l'objectif de cette crise finalement? Sauver des vies? OK, si l'objectif est de sauver des vies, qu'est-ce qu'on met en place? Quelles sont les options qu'on a? Et le rôle d'un manager, c'est d'évaluer les différentes options, voir si elles sont réalistes, c'est-à-dire est-ce qu'on a les moyens humains, financiers, tout ce qu'on veut, matériels. Et une fois que c'est ça, qu'on a fait le choix, il faut se poser la question, tiens, mais est-ce que les personnes qui vont mettre ça en œuvre sont réellement motivées à réussir? Et c'est là que l'on voit qu'il y a toujours un élément qui manque. Et le gros problème dans nos managements à nous, et quand je dis à nous, c'est européen en général, c'est qu'on a un management linéaire, c'est-à-dire qu'on part du point A et on se dirige vers le point B et on passe par des étapes. Mais quand on rate une étape, on ne se pose pas la question pourquoi. Or, le management doit être circulaire, c'est-à-dire quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif est réaliste? Oui ou non? Et s'il l'est, qu'est-ce que j'ai comme option pour y arriver? Et si je choisis la bonne option, est-ce que les gens qui aujourd'hui vont devoir le mettre en œuvre sont motivés? Et à ce moment-là, on voit si on atteint ou non l'objectif. Et si on ne l'atteint pas, eh bien, on boucle la boucle, on se demande, je ne l'atteins pas pour quelle raison? Ou bien l'objectif est mauvais, ce qui peut être aussi un cas. Mais si l'objectif est effectivement bon, est-ce que j'ai les moyens? Et si j'ai les moyens, ai-je choisi la bonne option? Et si j'ai choisi la bonne option, l'ai-je confié aux bonnes personnes? Eh bien, c'est le genre de choses qu'on ne met pas en œuvre. Pourquoi? Mais parce qu'on va devoir mettre le doigt sur les gens qui ne travaillent pas. Vous savez, des gens qui parlent au lieu de travailler, j'en connais un paquet. Hein. Et donc, en plus, dans nos sociétés, comme tout le monde veut avoir son avis sur tout, je ne sais plus dans quel article j'avais vu que, je parle de la France, parce qu'en Belgique, la grosse différence, c'est qu'en Belgique, on a 12 ministres qui s'occupent de la santé. Vous imaginez, 12 ministres qui s'occupent de la santé, mais chez vous, vous avez 17 agences différentes qui s'en occupent aussi. Quand ce n'est pas l'ARS, c'est l'HAS, et quand ce n'est pas celui-là, c'est encore un autre. Et alors, ça devient une cacophonie absolue, et là-dedans, vous avez les gens qui ne savent plus à quelle directive ou à quel sens vouer, parce que non seulement les objectifs ne sont pas clairs, mais dans certains cas, ils sont même contradictoires. Et ça, c'est très embêtant. Alors, tant qu'il n'y a pas de crise, on ne s'en rend pas très bien compte parce qu'on dit, ouais, bah, ça marche, quoi, hein, ça survit. Mais en période de crise, là, c'est la catastrophe. Et on le voit aussi dans les suites de la crise. Hein. On en parlait tout à l'heure en off aussi. Le nombre de départs, le nombre de personnes qui veulent changer de métier dans les hôpitaux, c'est une catastrophe, aussi bien en France qu'en Belgique. Et Jean-Louis le dit très bien, donc les crises, ça révèle vraiment les faiblesses du management. Et pour revenir à que faire pendant la crise, ce qui est bizarre, c'est qu'en tant que médecin, en tant qu'anesthésiste, on le fait un petit peu automatiquement parce que
on est habitué à vivre des crises. Quand vous avez un arrêt cardio-respiratoire dans les étages, dans les salles d'hospitalisation, qu'est-ce qu'on fait? On déclenche le SMUR interne. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'est une équipe d'intensivistes qui vient avec son matériel et qui va sur le terrain et qui fait les manœuvres qu'il faut pour essayer de réanimer la personne. Et puis après ça, on fait ce qu'on appelle un débriefing, et on fait des débriefings aussi pour les incidents majeurs dans les blocs ou en chirurgie. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, on s'est aperçu que pendant la crise du Covid, on a mis des comités de crise en route, mais avec souvent la direction, les chefs de pôle, les chefs de service, qui en fait ne connaissent pas la réalité de terrain et ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans ces moments-là. Bon, important aussi, c'est de subvenir aux besoins de base des personnes qui sont en face des difficultés et qui sont dans la crise. Donc, veiller à ce qu'ils aient à boire, à ce qu'ils aient à manger, à ce qu'ils prennent du repos, veiller à ce qu'ils aillent bien psychologiquement. Donc là, il faut un petit peu les materner, avoir une bonne communication. Et on est allé avec Jean-Louis dans une institution, il n'y a pas tellement longtemps, justement, parler de la crise. Et une des chefs de service, des cadres, nous disait, ce qui a été étonnant, c'est que les responsables de département, les responsables médecins de service, etc., on ne les a plus vus à ce moment-là. Ils sont restés chez eux. Et alors que, voilà, en tant que manager, que leader, c'était justement à ce moment-là qu'ils devaient être sur le terrain à supporter les personnes. Alors, vous disiez tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est vrai que la crise révèle et met l'accent sur les faiblesses et sur les failles, mais c'est aussi une opportunité pour interroger les pratiques et les façons de travailler. Et donc, quelles seraient, selon vous, les nouvelles formes d'engagement dans le leadership médical? Alors, dans l'ordre, 1, former tous les managers au b.a.-ba du management, ne plus les laisser faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Il y a des règles en management. Un management, c'est travailler par objectif. Et malheureusement, dans certaines cultures, alors autant la culture anglo-saxonne est une culture qui croit avant tout au management by objectif, c'est presque, j'ai presque dire, dans leur ADN. Or, dans nos cultures, à nous plutôt latines, mais travailler par objectif, c'est devoir les atteindre, c'est une atteinte à ma liberté individuelle et mes choix et mes tchics et mes tchaks. Vous savez pourquoi les Américains sont numéro 1 dans le monde sur le plan commercial? Vous avez vu, on vend plus de Tesla que de Clio. Vous savez pourquoi? Parce que le patron de Tesla, il met tout en œuvre pour les vendre. Le patron de Renault, il fait des réunions 24 heures sur 24 et maintenant il se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas encore des voitures électriques chez Renault? Mais parce que tu ne mets pas les priorités, mon petit monsieur, et donc tu vas droit dans le mur, il ne faudra pas venir pleurer. La capitalisation boursière de cette boîte californienne est presque aujourd'hui, je crois que c'est 1000 fois supérieure à celle de Renault qui a plus de 100 ans. Vous croyez que c'est la faute des voitures ou que c'est la faute du management? La question a été posée, vous connaissez la réponse. Et donc, c'est toujours la même histoire. C'est qu'il y a un moment où qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon de cette crise? Alors, en Belgique, ce qu'il faudrait faire, c'est virer à peu près 11 des 12 ministres de la Santé, puisque c'est une cacophonie incroyable. Et chez vous, peut-être mettre un terme aux 12, 13, 14 ou 17 agences qui se mêlent de tout, parce que pour commander des masques, il faut l'avis, l'aval, l'imprimatur de 14 types qui ne savent même pas ce que c'est un masque. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? À partir du moment où dans le management, on fait une chaîne de décision sans fin de petits chefs qui donnent tous leur avis dans des domaines qu'ils ne connaissent pas, il y a peut-être un moment où il faudra en tirer les conséquences. Mais comme il faut que tout le monde
ait droit à son petit bureau, à son petit téléphone et à sa petite assistante. Ben voilà. Et donc, vous savez qu'il y a un auteur assez connu à la London School of Economics, qui est quand même loin d'être une mauvaise école en économie, qui appelle en fait tout ce management intermédiaire de strates du bullshit management. Alors, je ne dois pas traduire le terme. Et il dit, il y a celui en haut qui décide, et tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que contrôler ce que fait celui d'en bas. Donc finalement, vous avez une masse assez faible qui travaille réellement, et tous les autres passent leur temps à faire du reporting et à vérifier que c'est fait. Et donc vous avez comme ça toute une couche. Vous savez, les espèces de gâteaux, comme ça, les millefeuilles, quoi, hein, où finalement, il n'y a que la crème qui est bonne. Et bien là, les types, ils passent leur temps à contrôler et à ne jamais travailler. Et donc, dans les grosses entreprises, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est du flat management. Dans les boîtes qui surperforment, vous n'avez plus toutes ces couches. Et donc, mais avant qu'on ne change ça dans notre culture, mais vous en avez eu encore pour des dizaines d'années, hein, il va falloir dire à des petits chefs qui ne servent à rien, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est très intéressant ce que vous dites, Jean-Louis, parce que la crise sanitaire, en tous les cas, dans les établissements de santé, donc en plein milieu, en tout cas, de cette crise, il y a eu un aplatissement, justement, de ces strates pour faire en sorte que l'efficience soit au rendez-vous. Donc, quelque part, voilà, donc il y a un principe de réalité, puisque la crise, en fait, a obligé finalement tous les acteurs, quelle que soit leur position, hein, que ce soit l'administration, hein, donc les acteurs administratifs, les tutelles, mais également les professionnels de santé, la communauté médicale. Bref, les choses se sont naturellement aplaties, mais dans un contexte, je dirais, contraint et forcé. J'aimerais avoir votre avis, docteur, justement, sur ce que vient de dire Jean-Louis et quelle corrélation, quelle complémentarité vous pourriez apporter. Oui, je voulais rebondir aussi sur ce que disait Jean-Louis, mais même en dehors de la crise, je pense qu'on ne peut pas mettre quelqu'un à la tête d'une équipe ou à la tête d'un département, à la tête d'un service, à la tête d'un pôle, sans qu'il ait des connaissances de base sur le management. Sinon, vous faites des catastrophes. Vous faites du tort à vous-même parce que vous n'y êtes pas préparé et vous faites aussi du tort aux personnes qui sont autour de vous. Donc, pour moi, c'est essentiel que les gens aient au moins une certaine formation. Et comme on le dit souvent dans les formations qu'on donne avec Jean-Louis, les formations, c'est très, très bien, mais on oublie assez vite ce qu'on a appris. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un accompagnement, soit en coaching, soit en mentoring. Et bon, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un coach externe. On peut faire du coaching, du peer coaching. Mais ce n'est pas normal que vous soyez nommé manager, responsable d'une équipe, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas moi, la courbe du deuil, si vous ne connaissez pas les différents types de personnalités, si vous ne savez pas ce qu'est la résistance au changement, des notions qui sont vraiment de base, quoi, de base de psychologie. Et vous ne parvenez pas à parler aux gens et vous les mettez contre vous et vous n'avancez pas. Donc, et là, c'est exacerbé naturellement pendant la crise. Donc, bon, je voulais revenir aussi sur les conséquences de la crise et ce qu'il faut faire après. Il faut faire, bien entendu, des débriefings, comme on l'a dit, mais ce qu'on fait aussi dans le milieu médical, et c'est assez étonnant qu'on n'en tire pas les conclusions quand il y a une crise d'une ampleur pareille, c'est faire des simulations et avoir des plans de gestion de risque et puis se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire quand ça va réapparaître? Et là aussi, on voit, on est allé donner des formations il n'y a pas très longtemps, en France d'ailleurs, mais on a dit aux équipes, bon, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez tiré un bilan de la crise? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Oui, ils le font de manière tout à fait informelle, mais ce n'est pas, il y a rien de structuré, il n'y a rien de construit, et on ne se dit pas, bon, ben, voilà, on va refaire comme si c'était vrai. Ce qu'on fait au Canada d'ailleurs, hein, au Canada, vous avez des polytraumatisés, des faux polytraumatisés qui arrivent aux urgences, on leur fait traverser tout l'hôpital et on analyse tout, on fait des vidéos et puis
on regarde comment ça a été, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà, et on en tire les conclusions. On va revenir, excusez-moi, cher docteur, on va revenir sur la troisième partie dans quelques instants, dans quelques minutes, sur la partie un peu perspective et innovation. Moi, je voulais simplement rappeler en tout cas la richesse de votre ouvrage que je remontre à nouveau, qui est important parce que médecin et manager, enfin, il y a très peu d'ouvrages qui sont consacrés au management et qui s'adressent en particulier aux médecins. Donc ça, c'est quand même très important de pouvoir l'indiquer. Alors, vous avez dit tous les deux, effectivement, qu'il y avait des fondamentaux qui doivent être au moins connus, appréhendés par un médecin dès l'instant où on lui confie quelque part une forme de responsabilité managériale. Alors, évidemment, pour celles et ceux qui sont spécialisés dans le management, quand ils lisent votre ouvrage, évidemment, ils ont le sentiment que ce sont des notions qui sont déjà connues, bien évidemment. En même temps, ce qu'on a trouvé très intéressant dans votre ouvrage, c'est le fait de rendre cette approche à la portée des médecins. Voilà. C'est-à-dire avec des éléments de compréhension qui donnent du sens pour qu'un médecin se dise, eh bien, oui, j'ai probablement besoin de recevoir un peu l'abécédaire du management parce que, évidemment, la littérature en a apporté en tout cas la démonstration. Hein. Quand on est médecin-manager, il faut apprendre un peu les rudiments. Donc, on voulait simplement soutenir et valoriser aussi votre ouvrage qui comporte 10 chapitres qui comportent vraiment les éléments les plus, à la fois les plus essentiels, mais ceux qui donnent tout de suite une traduction très opérationnelle afin qu'un médecin puisse savoir à peu près quelles sont les clés de compréhension et quelles sont les clés managériales à activer lorsqu'ils sont en situation de pouvoir accompagner, de pouvoir organiser, piloter, décider, gérer des situations difficiles. Voilà, donc le tout concentré dans un seul ouvrage. Donc je voulais vous remercier, on voulait vous remercier avec Nada sur déjà l'intégrité de cet ouvrage. Il y en a très peu sur le marché, donc vous êtes tranquille, donc on ne peut que vous remercier et peut-être inspirer d'autres à écrire sur le sujet. Et puis, le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est que vous avez chacun donné un élément de compréhension qui est assez intéressant. Alors, je commençais par Jean-Louis. Jean-Louis, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait avoir une approche circulaire pour vraiment bien appréhender à la fois la complexité, mais aussi pour faire mûrir un peu les décisions. Alors, j'ai envie de vous dire, cher Jean-Louis, c'est un petit peu l'enseignement que tirent aujourd'hui les tutelles et les décideurs. Hein. Ils se sont bien rendus compte de la complexité et peut-être la nécessité d'avoir une approche circulaire. Alors, pour l'instant, le brevet n'est pas encore déposé sur cette notion de circularité, mais enfin, Jean-Louis, il vous reste encore quelques temps pour déposer un brevet là-dessus. Mais bon, l'approche circulaire est intéressante en tous les cas pour si vous concerne. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. Puis, Jacques, vous avez donné l'idée quand même, quelque part, d'avoir une vraie réflexion sur la question de la crise. Alors, sachant qu'encore une fois, on est à la fois assez briefé sur cette notion, mais il y a toujours à apprendre de toute façon sur la compréhension de la notion de crise. Donc, peut-être qu'effectivement, ces deux notions sont intéressantes et c'est peut-être pour ça qu'on viendra après sur la troisième partie, mais juste avant, on a quand même quelques commentaires qui sont donnés parmi les participants. Et donc une qui vient de Emma Durand qui dit mais qui critique le manager s'il est seul à décider. Voilà, donc s'il y a un seul pilote dans l'avion, même si il y a quelque temps, en tout cas dans les informations politiques, dans les pouvoirs publics, à un moment donné, il y avait quelqu'un sans le citer qui disait je ne veux voir qu'une seule tête pour piloter l'établissement, mais on s'est rendu compte avec la crise que c'était un peu compliqué. Il va mieux avoir une approche circulaire. Enfin, qui veut répondre à la question qui est posée par Emma Durand? Mais qui peut critiquer le manager s'il est seul à décider? Jean-Louis, peut-être. Alors, le manager est seul à décider et une condition, c'est qu'il s'inscrive dans la mission et les valeurs de l'établissement et que tout cela s'inscrit également dans un plan qui est objectivable avec ce qu'on appelle, alors je vais peut-être employer du jargon pour certains, des KPI. Qu'est-ce qu'un KPI en anglais? C'est un indicateur clé de performance. Ça veut dire, et c'est assez simple, je vois une tête connue. Bonjour, tu vas bien? Donc, l'idée, en fait, c'est bien ça. Un manager décide seul, mais dans un cadre qui est établi. Vous avez coupé votre micro, cher Jean-Louis, on ne vous entend plus. Essayez de réactiver votre micro. Voilà. Vous avez cliqué sans doute par inadvertance. Essayez de recliquer sur votre micro le temps que Jean-Louis le fasse. Sinon, Jacques, est-ce que vous
pouvez peut-être prendre le relais dans la suite de ce que dit Jean-Louis, en attendant que Jean-Louis réactive son micro. Oui, c'est bon. Donc, je disais simplement que pour répondre à la question de la personne, un manager ne décide pas seul. Il décide dans un cadre qui est bien établi, qui est défini par la mission de l'hôpital et des valeurs qu'il représente. Après ça, on donne des objectifs bien concrets à mettre en œuvre avec des indicateurs clés de performance. Et ça veut dire qu'on est effectivement, et de nouveau, on est dans des pays latins où on s'imagine que le manager est seul à bord. Il a vu ça dans quel film, celui-là? Il se prend pour qui, lui? Il s'imagine qu'il est le chef de son service et qu'il a le droit de vie et de mort sur tout son personnel. Mais même pas dans tes rêves, hein? Où est-ce qu'il va, lui? Et donc, il doit s'inscrire dans une démarche collective, même s'il est responsable de son service. C'est dans un cadre bien déterminé par la direction, et on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Oui, vous racontez ça à un manager américain, le mec il se roule par terre, il dit mais vous croyez quand même pas que je fais ce que je veux comme je veux dans mon étage, hein? Oui, j'ai une latitude, mais dans un cadre bien déterminé. Ici, il y a des gens, ils s'imaginent que être manager, c'est s'arroger tous les droits. Et je vous passe jusqu'où peuvent aller leurs droits d'ailleurs, parce qu'on parle quasiment de harcèlement. C'est du harcèlement, il n'y a pas d'autre mot, hein. Le comportement de certains managers, ça relève du harcèlement. Et il y a une espèce d'omerta absolue. Il y a des gens qui sont totalement intouchables. Et donc, c'est pour ça que finalement, le personnel, à un moment, n'en peut plus. Et donc, un manager qui décide seul, no way, ça n'est pas ça le management. Non, c'est pas ça. Oui, allez-y. En fait, ce qui est bizarre, c'est que dans des corps de métier où on a l'impression qu'il y a une autorité et très hiérarchisée, c'est l'armée. Et quand vous voyez comment fonctionnent les troupes d'élite ou les troupes dans les équipes dans les sous-marins nucléaires, mais ce n'est pas du tout ça, quoi. C'est l'équipe qui gère ensemble le travail à faire. Qui a l'autorité dans ces troupes d'élite et ces troupes de sécurité? Ben, c'est d'abord la mission. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on est là ensemble et quel est notre objectif? Et si le capitaine ou le sergent est éliminé, ben les hommes de la troupe savent ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont une mission bien précise. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est primordial. C'est la définition de la mission et des valeurs de ce qu'on veut faire ensemble. Et ça doit être défini par l'équipe, par le service, par l'institution, bien sûr, ça doit être connu. Mais chaque service, chaque département devrait définir ses missions et ses valeurs. Pour moi, pour que ça fonctionne, quand vous êtes manager, il faut 3 choses. Il faut une certaine autorité qui vient de la hiérarchie ou qui vous est donnée par le groupe, ce qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant si elle vous est confiée par le groupe. Il faut un règlement et donc c'est une charte qui dit comment on va faire pour vivre ensemble. Et donc là, dans cette charte, doit être définie la mission et les valeurs. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble en venant travailler tous les jours et comment est-ce qu'on va le faire ensemble? Et il faut des chiffres, des indicateurs. Dans un bloc opératoire, c'est extrêmement difficile à diriger parce que c'est très complexe. Vous avez des tas de gens, de métiers qui doivent travailler de concert pour que ça fonctionne. Vous avez des chirurgiens, vous avez des infirmières, vous avez des anesthésistes, vous avez des logisticiens, vous avez des secrétaires. Et chacun a un petit peu ses buts et envie que la journée se passe comme ceci ou comme cela. Les chirurgiens, ils ont envie que ça aille très vite, que de pouvoir faire leur cas le plus rapidement possible. Les anesthésistes ont envie aussi de ne pas avoir des imprévus dans leur programme et de savoir plus ou moins vers quelle heure ils auront fini. Et les infirmières, elles ont envie que ça soit cool, que ça soit calme et qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Mais
tous ces gens-là, il faut les faire travailler ensemble. Donc, une des manières, et c'est ce qu'on conseille souvent aux équipes, Jean-Louis et moi, mais retirez-vous de l'hôpital, allez vous mettre au vert et réfléchissez ensemble sur ce que vous voulez faire. Et pas seulement les équipes. Je prends l'exemple du bloc opératoire, mais c'est un peu la même chose dans tous les départements d'un hôpital ou d'une clinique. Vous y allez avec les infirmières, avec la secrétaire et avec les gens avec qui on travaille. Justement, donc Jacques et Jean-Louis, vous avez donné déjà quelques pistes justement pour préparer l'avenir. On entre dans notre dernière partie et qui intéresse tout le monde, notamment sur quelles sont les pistes d'amélioration qui peuvent être intéressantes. Encore une fois, on s'adresse aux médecins managers, hein, on est vraiment sur cette même thématique. Quelles seraient les préconisations que vous pourriez proposer comme ça en quelques idées, hein. L'idée n'est pas forcément de trouver des pistes qui sont d'emblée vertueuses, mais vous avez commencé déjà à en parler, hein, donc Jean-Louis de ce côté, il dit de toute façon on ne peut pas travailler seul, il faut absolument travailler aussi dans l'esprit d'une forme de collaboration, c'est indispensable pour ne pas tomber dans des écueils que tout le monde connaît, et puis Jacques, vous dites qu'il faut être investi d'une mission et d'un rôle, vous faites l'allusion avec la culture du service national, enfin du ministère de la Défense, assez intéressant, mais quelles seraient pour tous les deux, en tous les cas, peut-être quelques préconisations qui seraient intéressantes, et qui seraient d'ailleurs mis dans votre prochain ouvrage, si vous faites une deuxième édition. Allez-y. On a discuté tout à l'heure aussi du Ségur de la santé, là, et je voyais aussi que l'hôpital allait être payé à la performance. Donc, c'est Pay for Performance, ce qu'on voit en Suisse, aux États-Unis, ça commence à devenir au Canada, et la Value-Based Medicine, hein, Healthcare. Donc, les soins basés sur la valeur, donc la valeur ressentie par le patient et la valeur à moyen et à long terme. Donc, il faut se préparer à ça. Vous n'allez plus être payé non seulement à l'acte, mais vous allez être payé selon les performances des actes. Et enfin, moi, j'ai connu vraiment une évolution extraordinaire de la médecine sur les 30 dernières années, au niveau de mon métier, mais au niveau aussi chirurgical, et c'est à tous les niveaux. Quand j'ai débuté, j'avais un tensiomètre. J'avais un petit écran comme ça pour voir un bip d'électrocardiogramme toutes les secondes, et c'était tout. Maintenant, quand on est anesthésiste, on a des dizaines et des dizaines de chiffres à analyser avec des respirateurs qui ont des complexités inouïes. Et au niveau aussi, on le voit aussi au niveau des disciplines chirurgicales, ça devient de plus en plus compliqué. Ne parlons pas des traitements du cancer. C'est impossible de continuer à travailler seul. Vous devez travailler en équipe pour la sécurité et pour le bien du patient. Donc, vous êtes obligé d'avoir cette notion de chef d'équipe, de manager. Et vous devez vous former là-dessus. Voilà. Et je pense que les hôpitaux commencent à le comprendre, en tout cas aux États-Unis, parce que les étudiants à Harvard, pour le moment, pour ne citer qu'Harvard et à New York aussi, ont des cours de management pendant leurs études. L'Université de Lausanne aussi organise ça d'ailleurs. Excellent. Jean-Louis, allez-y Jean-Louis. Quand on voit le cursus de certaines universités, malheureusement pas dans nos pays, sur la formation des futurs médecins en termes de management de projet, de gestion du changement, de leadership, de gestion d'équipe, de même tenue de réunion, c'est des choses élémentaires. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a rien. Et ça ne va pas. Ce qui est intéressant, c'est que quand on était, on peut le dire, hein, c'était à Strasbourg, on a donné une formation là, et on avait dans notre équipe un gars qui est absolument charmant, un docteur d'ailleurs, Fabien Ramon, qui est l'ancien docteur du GIGN. Donc, il sait un peu de quoi il parle, le monsieur.
Et en plus, il est spécialiste en médecine aéronautique. Donc, c'est vraiment un mec brillant, intelligent, efficace. Il dit, mais quand nous, on intervient en GIGN, s'il y a un seul type dans l'équipe qui est défaillant, c'est toute l'équipe qui risque de mourir. Dans les hôpitaux, vous pouvez aligner 50 abrutis, personne ne leur dira jamais rien. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a même aucun outil de mesure de la compétence. On dit, oh, ben, qui veut être manager? Toi, hein, ben, tu es un bon anesthésiste, ben, tu feras un bon manager. Et donc, ces gens sont là, ne sont jamais évalués ou refusent de se faire évaluer. Et donc, résultat des courses, on a des catastrophes sans nom. Donc, je crois que dans l'ordre, 1, il faut que les gens suivent des formations. 2, il faut une procédure d'évaluation réelle, objective, avec des conséquences. C'est-à-dire que s'ils ont effectivement, au diagnostic, on remarque qu'il manque une dimension managériale, mais qu'ils aillent se former. Et s'ils refusent d'aller se former, qu'ils dégagent. S'ils ne sont pas bons en management, c'est peut-être d'excellents médecins. Vous savez, on fait le problème est récurrent dans plein de métiers. On croit qu'un bon vendeur fera un bon chef de vente. Grave erreur, vous perdez à la fois un excellent vendeur et vous héritez d'un mauvais manager. Et donc, vous êtes peut-être un excellent anesthésiste, ça ne fait pas de vous un bon manager. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Un hôpital, c'est finalement pas tellement différent du reste. Du management, c'est la même chose, quel que soit l'environnement. Si ce n'est que dans l'hôpital, il faut être encore meilleur, parce que là, il y a des vies en jeu. Dans le reste, vous vendez toujours que quelques bagnoles en moins, ou vous produirez moins de PSC ou un truc comme ça. So what? On ne parle que d'argent. Dans un hôpital, on parle de vie. Donc, un manager qui est mauvais, les conséquences se payent cash. Et ça, c'est le genre de discours qu'on n'aime pas beaucoup d'entendre, hein, quand même. Et justement, vas-y, Nada, vas-y. Dans le management, il faut faire preuve d'agilité. Et puis, même si on est déjà dans la troisième partie, je me permets de revenir parce qu'on a une question de Vincent Dagomer qui s'interroge sur les différences que vous auriez pu constater l'un et l'autre dans le management dans les hôpitaux privés, enfin publics, cliniques privées et établissements publics. Quelles sont les différences les plus marquantes et puis éventuellement les axes d'amélioration? Alors, je ne vais pas généraliser parce que généraliser n'est jamais la vérité. Je crois pour ma part que dans les cliniques privées, il y a une notion de rendement qui est très claire. Donc, on est là pour faire une médecine, mais qui rapporte. Et donc, là, tout de suite, on évalue les centres du coût et les centres de profit. Et donc, on évalue également les gens qui sont performants et les gens qui ne le sont pas. Alors, ça peut déranger certains, ça peut satisfaire d'autres. Je ne porte pas de jugement de valeur. Ça, c'est une optique et c'est pour ça que la médecine est meilleure ou moins bonne. Hein? Et dans d'autres environnements, je crois que le gros souci qu'on a parfois dans le secteur public, et je parle plus pour la Belgique que la France, enfin, je ne suis pas complètement abruti, donc je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens dans certains hôpitaux publics, pas dans tous, qui se croient à l'abri de n'importe quoi. Et donc, le vrai danger dans une équipe, dites-vous bien qu'une équipe de 12 personnes, si on a 4 qui ont décidé de ne pas travailler parce qu'ils pensent qu'ils ne risquent rien, et c'est souvent le cas, le travail se reporte sur les 8 autres. Les 8 autres doivent faire le travail de 12. À 12, ils sont souvent trop peu nombreux pour y arriver. Comment vont-ils le faire avec 8? Et donc, ce qui va se passer, c'est que parmi les 8, vous en avez 2 qui vont tomber en burn-out. Il y en a 2 qui vont dire, moi j'en ai marre, ici le management ferait mieux de faire travailler les 4 qui passent leur temps à dormir. Et donc, ces 2-là vont partir. Et donc, vous allez vous retrouver avec une équipe tout à fait dilitée, avec 4 fainéants et 4 qui essayent de combler les vides. Et bien, ça, c'est un problème de management. Il y a un moment où il faut oser dire à quelqu'un, tu es payé pour sauver des vies, tu touches un salaire, maintenant tu travailles. Ben ça, je crains qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie d'entendre ce discours pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, je ne porte pas de jugement, mais en attendant, c'est parfois des choses que l'on constate. Je crois que dans le mot de travail, il y a le mot travail, comme disait l'autre. Jacques, quelle est votre vision? Donc, la littérature a montré que les hôpitaux les plus performants aux États-Unis étaient dirigés par des médecins. Mais
Ils sont avant tout des vrais managers. Ce sont des gens qui ont fait des MBA pendant 1 an, 2 ans et qui sont, un peu par hasard, médecins. Et on connaît, Jean-Louis et moi, une clinique en Belgique qui est très, très bien managée et qui est managée par un médecin. Mais voilà, il met les principes qu'il a appris d'ailleurs en lisant notre bouquin, nous a-t-il dit, il les met en pratique. Donc, il voit régulièrement ses collaborateurs, il leur demande des chiffres, des rapports d'activité, et il les recadre. Donc, je pense qu'on retombe toujours sur les mêmes choses, les mêmes bases. Il faut communiquer, mais il faut aussi contrôler, donner des objectifs, savoir où on va. Et voilà, c'est la base, quoi. Je sais que pour des médecins, parfois, manager des médecins, c'est difficile. C'est vrai que le couple médecin-patient est le client du directeur. Donc, pour moi, le directeur doit tout faire pour que et les médecins et les patients soient le mieux servis possible et se sentent le mieux pour travailler en sécurité et être productif, parce qu'on est quand même là aussi pour utiliser les ressources que le pays met à notre disposition de la manière la plus efficace possible. Mais il y a un cadre. Je prends aussi souvent l'image de l'hôtel. Dans un hôtel, le client est roi, mais le client ne fait pas ce qu'il veut. Et de temps en temps, il faut recadrer des médecins qui ne sont pas corrects ni avec leurs patients, ni avec le personnel. Donc, leur dire à un moment, oh là, ça ne va pas. Ton comportement n'est pas en concordance avec ce qu'on a décidé, avec nos valeurs, avec ce qui est écrit dans la charte ou dans le règlement. Et il faut remettre les yeux en face des trous. Les médecins ont parfois un peu des attitudes rebelles comme ça. Ils sont assez un peu égoïstes et ils aiment bien que ça tourne un peu comme ils ont envie que ça tourne. Alors, justement, Jacques et Jean-Louis, hein, désolé, on arrive presque à la fin, mais on ne peut pas éviter les questions quand même des participants. Alors, il y a deux aspects. Alors, il y a Emma Durand qui a posé une question, enfin, qui a posé indirectement une question en disant que, mais finalement, est-ce que si on met la place si on met le patient au cœur quelque part de l'organisation, et je ferai une petite entorse en parlant de l'expérience patient qui est très en vogue en ce moment. Bref, est-ce que ça peut modifier quelque part la valeur du management? Voilà, donc peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intéressant. On aimerait beaucoup vous entendre sur cette question. Et puis un autre point qui a été évoqué par Vincent, qui s'adresse directement à Jacques, en disant, malgré un petit peu les contre-coups que vous avez pu évoquer pour questionner les problèmes de management. Bref, à distance, est-ce qu'il y a eu des effets positifs finalement? Est-ce que les choses ont un peu changé? Alors peut-être que peut-être le premier point, la réflexion d'Emma en disant à la place du patient, est-ce que le patient… Voilà, allez-y. Oui, je peux répondre sur les deux points. Pour moi, allez-y. Le patient est bien évidemment au centre de tout le système et nous sommes là pour lui. Dès que quelqu'un travaille dans le milieu de la santé, qu'il soit commercial, qui vende des échographes ou qu'il soit directeur de l'hôpital, on est là avant tout pour que le patient soit bien pris en charge. Ouais. Et donc, tout découle autour. Il faut que l'équipe soit bien pour que le patient soit bien pris en charge. Pour répondre à Vincent, donc, pour que l'équipe soit bien aussi, pour qu'elle ait une certaine qualité de vie, il faut éviter les problèmes et voir comment on peut rendre le travail plus efficace.
J'ai quitté mon poste de directeur il y a 3 ans maintenant et j'avais fait le bilan à ce moment-là. Donc, les dernières années, on était arrivé à faire des économies d'1 million d'euros sur les blocs opératoires que je dirigeais, récurrents chaque année, par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Mais parallèlement à ça, on a aussi obtenu une certification qualité avec le plus haut niveau qu'offre Accréditation Canada. On a eu la certification diamant. Donc, vous pouvez arriver aux deux, et c'est ce qu'il faut chercher, un excellent service, mais en évitant aussi de gaspiller les ressources qu'on a à sa disposition. Juste pour répondre à Emma quand même, je crois qu'il faut arrêter de se voiler la face. Tout le monde dit le patient au centre. J'ai donné une formation cette semaine-ci dans un hôpital qui a bonne réputation, où les gens de l'accueil me disaient, c'était des secrétaires médicales que l'on formait, et la dame me dit, c'est quand même surréaliste, Jean-Louis. Ici, il y a un médecin, qui est un monsieur plutôt sympathique d'ailleurs, mais il se permet d'avoir parfois 1 heure de retard à ses consultations, mais par contre, quand un patient a 5 minutes de retard, il refuse de le prendre. Et donc, moi, il faudra quand même qu'on m'explique à quoi on joue dans ce petit jeu. Le patient n'est pas au centre. Il y a des salles d'attente où vous avez des gens qui attendent 4 heures, 5 heures. Vous avez des médecins qui mettent à l'agenda 10 patients à l'heure, alors qu'ils savent très bien que si on veut les recevoir convenablement, il faut leur consacrer au minimum 20 minutes. Et donc, il y a un côté un peu schizophrénique entre le discours qui est tenu et la réalité de terrain. Mais pourquoi ? Mais parce qu'on ne travaille pas par objectif. Quel est l'objectif? D'entasser les salles d'attente? De faire patienter les gens? Alors ça, c'est atteint. Est-ce que c'est ça une médecine de qualité? Est-ce qu'on se rend compte qu'un patient qui va à l'hôpital, c'est parce qu'il est malade, donc il est stressé, donc il veut être bien reçu? Est-ce que c'est le cas? Non. Et donc, il y a un moment où il faut vraiment se poser les vraies questions. Quel est notre métier? Et je ne stigmatise pas les médecins, parce que c'est tout un système. Hein. Quel est le but? Quel est le but réellement? Et est-ce que je mets tout en œuvre pour satisfaire un client? Vous savez quelle est la chance qu'ont encore les systèmes de santé, mais beaucoup moins en Belgique maintenant. Nous, moi j'habite personnellement en Bruxelles, qui est capitale de l'Europe, bonne nouvelle. Dans les environnements immédiats, j'ai à peu près 6 hôpitaux, 2 publics, 2 universitaires et 2 cliniques privées, mais qui comptent minimum 500 lits. Vous savez quoi? Je fais mon shopping. Moi, pour cette pathologie-là, je vais là. Cet hôpital-là, vous me payez, je n'y mettrai jamais les pieds. Et donc, les gens commencent à savoir ça. Et ils commencent à avoir une certaine compétition entre hôpitaux. Et donc, les patients deviennent des clients. Ils vont aller à gauche, ils vont aller à droite. Et donc, vous allez vous retrouver avec des hôpitaux qui vont accueillir un certain type de patientèle, de qualité ou pas d'ailleurs, avec des revenus ou pas. Et donc, il y a des jeunes médecine à 2 vitesses, mais bientôt, il y aura une médecine à 3 vitesses, où il y aura vraiment des hôpitaux qui seront quasiment les hôpitaux de la charité, des hôpitaux milieu de gamme, où on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a, et puis des hôpitaux pour riches, où là, on sera reçu avec un gars compétent, avec une petite bouteille d'Évian dans la salle d'attente. Et donc, si on ne change pas, c'est ce qui va arriver. Et dans ce cas-là, ce seront toujours les moins riches qui vont payer les pots cassés. Et donc, la médecine doit être solidaire et aujourd'hui, on ne développe pas du tout ce genre de situation. Mais bon. Alors, c'est passionnant. Hein. Vos 2 témoignages sont vraiment extrêmement intéressants. Alors, je ne sais pas si les intervenants, parmi les participants qui sont présents, est-ce que certains souhaiteraient réagir? Je vous tends une perche, cher, comment dirais-je, cher Jean-Marie, si vous êtes, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à activer votre micro. Vous êtes médecin, me semble-t-il. Est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à nos deux témoignages de nos intervenants? Allez-y, activez votre micro si vous pouvez. Allez-y. Voilà. Je vais vous présenter juste avant. Allez-y. Et en vous remerciant infiniment, évidemment, de votre présence, ainsi que tous les autres. Allez-y. Merci beaucoup. Jean-Luc. Écoutez, je suis effectivement médecin néphrologue travaillant en milieu hospitalier. Je suis aussi représentant des néphrologues en Belgique francophone.
Et j'ai la chance et l'opportunité de suivre cette formation avec nos deux orateurs ce soir. Et effectivement, j'appelle ça un peu un espèce de dégommage où effectivement on est ramené à des réalités pratiques que l'on vit, nous, en tant que cliniciens, où le mot bon sens parfois nous fait mal, parce que quand on est en première ligne, on a parfois des vécus fort différents de ce que l'on nous demande de faire. Je pense que ce sont effectivement des outils extrêmement importants à acquérir, et que effectivement nos formations ne nous amènent pas à développer ces compétences-là. Et je pense que vraiment, au-delà des enjeux que l'on nous parle beaucoup, à savoir le numérique et encore la capacité de les utiliser humainement et collectivement. Et donc, je pense que c'est ces outils-là que le management nous apporte. Et en tous les cas, pour pouvoir les mettre en pratique dans mon unité ou accessoirement dans d'autres circonstances, je remarque l'impact positif que ça a. Donc, voilà. Donc vous confirmez, Jean-Marc, qu'il faut être formé, en tout cas à minima dans le management, lorsqu'on exerce en tant que médecin, avec des responsabilités de coordination, d'accompagnement, voilà, donc de projet, de conduite de projet. C'est ce que vous recommandez? Oui. Non seulement c'est ce que je confirme, mais je vois et je partage avec les personnes qui les mettent en application l'impact, l'effet levier que ça peut apporter. C'est assez édifiant. Voilà. Merci infiniment, en tout cas, Jean-Marc. Et désolé pour votre prénom, je vous appelais Jean-Marie, mais Jean-Marc, voilà, merci beaucoup pour votre témoignage. Je crois que c'est important aussi de faire un feedback en tant que médecin, justement sur la place et le rôle du médecin d'aujourd'hui et de demain. Alors, on va arriver à la conclusion. Nada, je te laisse le soin peut-être de préparer un petit peu ce que tu souhaites partager avec nos deux excellentes intervenants. Oui, tout à fait. D'abord, je souhaite vous remercier tous les deux, Jean-Louis et Jacques, pour ce partage, pour ces retours d'expérience et surtout pour cette approche innovante, parce que vous aviez, à travers cet ouvrage, proposé des outils assez disruptifs. Et tout à l'heure, Jacques, vous parliez des couleurs disques. Je suis contente de l'entendre parce que c'est assez atypique. Et puis, c'est la première fois qu'un médecin me parle de couleurs disques. D'ailleurs, j'en ai parlé. J'ai eu la chance de participer à l'ouvrage collectif qu'on a publié et j'en parle comme innovation managériale parce qu'il est très important de se connaître, de connaître l'autre pour mieux le manager. Et c'est vraiment important. Donc, merci beaucoup d'avoir osé aller sur un terrain assez épineux en tant que médecin, en tant que manager. Tous les deux, vous êtes complémentaires. C'est un sujet qui est très vaste, qui est très large et qui a d'autres perspectives aussi parce que pour conclure, je vous demanderai à l'un et l'autre quels sont vos projets parce que là, on peut y passer des heures. Quels sont les projets et quelle est la suite? Parce que, c'est un ouvrage qui a quelques années et qui a aussi inspiré d'autres choses. Alors, pour être tout à fait pragmatique, Jacques l'a dit, nous avons représenté pendant 3 ans un organisme international d'accréditation. Je vous annonce peut-être un scoop, mais nous avons décidé, Jacques et moi, de créer la première agence européenne d'accréditation des soins de santé. Donc, non plus un organisme national, alors je n'ai rien contre la HAS, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, mais un national qui accrédite un national, j'ai quand même des doutes sur l'objectivité, mais c'est un avis qui n'est que le mien. Je crois que la vraie valeur ajoutée des gens comme JCI ou Accréditation Canada, c'est qu'ils vont accréditer des hôpitaux ou des cliniques dans des pays qui ne sont pas les leurs, donc on ne peut pas les taxer de subjectivité. Or, ce marché est essentiellement aux mains des anglo-saxons. Nous avons décidé de créer, pas nous seuls, il y a des professeurs d'université, il y a d'autres médecins, il y a des chefs de service, il y a des patrons d'hôpitaux, mais on a décidé d'un peu lancer la boutique. Et donc, on va lancer vendredi.
Voilà, un nouvel organisme d'accréditation européen en soins de santé qui va s'adresser pas seulement aux hôpitaux, mais également aux maisons de repos, parce qu'il y a quand même un sérieux travail dans les EHPAD, comme vous dites chez vous, en termes de management et de prise en charge des patients, des résidents, mais également les cliniques, les plus petites structures. Pourquoi? Parce que les grosses accréditations coûtent très cher, donc il faut permettre à chacun de se faire accréditer. Donc ça, c'est un des gros projets. Jacques va vous parler de SLS. Et pour le bouquin, on va faire une mise à jour en intégrant effectivement la partie du management en prenant en compte la dimension digitale qui va rajouter une problématique à quelque chose qui n'est pas simple, et également quels sont les enseignements sur le plan managérial qu'on pourrait tirer effectivement d'une crise bien réelle qui malheureusement est loin d'être, semble-t-il, finie. Voilà. Merci en tout cas à tous pour la participation. Excellent. Et l'organisation. Merci beaucoup, cher Jean-Louis. Jacques, un mot de conclusion pour aller dans le prolongement des annonces. Hein. On est au stade des annonces, hein, cher Jacques, donc allez-y. Au stade des annonces. Donc, au niveau des formations en management et en leadership, je crois qu'on a été un peu précurseurs, Jean-Louis et moi, et que mais maintenant, la sauce, je pense, est en train de prendre. Donc, il est probable qu'on va donner aussi des cours de management pour les médecins via l'Université de Strasbourg, et j'espère que dans les autres universités et dans les facultés, ça va se mettre en place parce qu'il y a vraiment un réel besoin. Donc, il y en a qui l'ont compris, on en a parlé tout à l'heure, les Suisses aux États-Unis et au Canada. Et moi, je développe aussi un projet en parallèle qui s'appelle Surgical Logistics System, qui est un système d'optimisation de tous les trajets chirurgicaux des patients pour essayer d'éviter tous les problèmes, les dysfonctionnements qu'on constate tous les jours dans les blocs opératoires, où le chirurgien a oublié de commander la prothèse, où le matériel a été mal préparé, où on n'a pas fait la checklist préopératoire et on s'est trompé de côté en opérant. Donc, tous ces problèmes-là, il y a moyen de les résoudre via l'informatique, via des alertes qui sont envoyées aux différents intervenants. Donc, c'est une idée que j'avais eue, qu'on a développée avec Jean-Louis et qui est financée par le gouvernement de la région wallonne parce qu'il trouvait que c'était un projet très, très intéressant. Et donc, on a des sociétés informatiques qui travaillent avec nous, notamment sur l'intelligence artificielle et sur l'optimisation de tous ces processus. Donc, voilà, on est bien occupé pour le moment. Alors, en fait, c'est vrai que c'était une question piège pour chacun d'entre vous. Et finalement, le résultat, ça va être une double invitation. Hein. Voilà, pour des questions de responsabilité. Donc, d'une part, sur cette fameuse agence. Donc, Jean-Louis, désolé, on va se revoir dans quelques temps hein, pour connaître l'état d'avancement de cette agence. C'est très important. C'est une question de responsabilité. Et puis, Jacques, on se reverra également, puisque vous parlez d'intelligence artificielle, sur la sécurisation finalement de tous les modes opératoires, notamment au bloc opératoire, et s'intéresse beaucoup la Haute Autorité de Santé aussi, mais s'intéresse aussi toutes les startups, toutes les entreprises en tous les cas qui développent des solutions pour permettre de renforcer la sécurisation en tous les cas dans des champs opératoires. Donc effectivement, on a bien fait de vous inviter tous les deux, heureusement. Alors, avouez que nous sommes les seuls à vous avoir, en tous les cas, avoir été convaincus sur le caractère vertueux de cet ouvrage, puisque vous nous faites des annonces à l'échelle européenne, donc une dimension internationale. Donc, on en est ravis et ravis que nos participants découvrent en même temps, je dirais en temps réel et en live, ces excellents projets de portée qui vont au-delà des frontières. Et ça, c'est extrêmement stimulant et très encourageant pour la suite. Nada, on sera ravis de vous revoir et un grand merci pour cette invitation et pour cette bonne soirée. Merci. Avec grand plaisir, et vous nous prouvez que les innovations managériales et les innovations technologiques vont de pair. Donc, c'est extrêmement intéressant et nous avons hâte de vous accueillir à nouveau pour en savoir plus sur la suite et puis pourquoi pas se retrouver sur le terrain pour apprendre aussi de nouvelles choses. Encore merci Jean-Louis et Jacques pour cet échange très très riche. Merci à tous les participants. Un grand merci Jean-Luc d'avoir co-animé cette nouvelle session à mes côtés.
Merci, cher Nada. Merci à l'ensemble des participants. Nada, c'est toujours un plaisir de pouvoir co-animer avec toi. Enfin, ça nous manque et on va essayer effectivement de retrouver un petit peu un rythme plus régulier. En tous les cas, merci pour nos deux intervenants passionnants. On était convaincus de la richesse et les participants sont ravis puisque les témoignages, comment dirais-je, se succèdent pour dire à quel point les enseignements étaient extrêmement riches, surtout la portée en tous les cas que vous souhaitez donner sur cette dimension en tout cas organisationnelle, managériale pour la communauté médicale. C'est vraiment très très bien. On est en plein contexte de crise sanitaire. Donc merci à vous, merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Merci aussi de la confiance que vous nous accordez pour notre activité média, en tous les cas avec le SCP, Bisense et managersanté.com. En tout cas, voilà, vous revenez quand vous voulez, vous êtes nos invités et puis souhaitons que nous puissions nous lire mutuellement et puis apprécier toutes les initiatives qui sont porteuses de sens au service du patient et pour la qualité des conditions d'exercice de l'ensemble des professionnels de santé. Merci à vous en tous les cas. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir.